Bonjour, cette vidéo présente la statique des solides qui va donc consister en modélisant les actions mécaniques qui peuvent agir sur des solides ou des systèmes de solides et de chercher donc à prévoir le comportement de nos systèmes. Dans un premier temps, nous allons définir ce que sont des solides ou des systèmes de solides. Alors, un solide, c'est un système matériel possédant une masse constante, donc qui ne va pas varier. Son volume, lui, peut varier sous l'effet d'actions mécaniques qui vont déformer le solide. Nous utiliserons souvent, et cela dans le cas de la mécanique générale, donc en statique, mais aussi en cinématique ou en dynamique, le modèle du solide indéformable, donc qui ne va pas changer de volume. Et mathématiquement, cela peut s'écrire en disant que quel que soit un couple de points A et B appartenant au solide, à tout instant, donc quel que soit l'instant, la distance entre ces deux points reste constante. Le modèle du solide déformable pourra quant à lui être rencontré en résistance des matériaux, que vous verrez en seconde année, donc où nous ferons l'hypothèse que les déformations sont petites par rapport aux dimensions du solide. Et vous pourrez plus tard, si vous continuez dans ce type d'études, rencontrer des modèles sur la grande déformation dans le cas d'études dans le domaine plastique. Alors, un système de solides, ça va être un ensemble de solides connectés entre eux par des liaisons. Donc, nous appelons souvent ces groupes de solides, donc ces systèmes de solides, des mécanismes. Alors, nous allons définir ce qu'est une action mécanique. Une action mécanique, c'est toute cause susceptible de maintenir un corps au repos, donc de garder un corps à l'équilibre, de générer un mouvement, ou bien de déformer un corps. Donc maintenir un corps au repos, ça sera les considérations qu'on aura quand on fera de la statique du solide. Créer un mouvement, c'est ce que vous verrez l'année prochaine en dynamique. Et déformer un corps, c'est ce que vous verrez l'année prochaine en résistance des matériaux. Alors nous allons définir tout d'abord la notion de force. Une force, on va la caractériser par un point d'application, une direction, un sens et une intensité qui s'exprimera en newton. Trois de ces grandeurs vont nous permettre d'utiliser l'outil vecteur pour représenter donc la direction, le sens et l'intensité. Si l'on veut modéliser une action mécanique élémentaire, donc avec un modèle local, on va définir un petit élément, donc au voisinage du point M que l'on considère, qui sera généralement un élément de surface ou de volume, voire un élément linéique. Une direction définie par un vecteur unitaire, donc de norme 1, qui va nous permettre d'orienter la force, donc avec une direction et un sens, et une répartition d'effort, ou une densité de force, qui va donc exprimée en newton par millimètre carré si on est sur un élément de surface, en newton par millimètre cube ou par mètre cube si on est sur un volume, ou en newton par mètre si nous sommes sur un élément linéique. Mathématiquement, nous pourrons dire que notre action mécanique élémentaire, notre force élémentaire au voisinage du point M, donc l'action du système 2 sur le système 1, va être cette densité de force portée par notre vecteur unitaire multipliée par notre petit élément d'intégration. Nous pourrons définir alors une résultante qui sera la somme de ces actions mécaniques élémentaires sur l'ensemble de notre domaine. La somme sur un domaine continu peut s'écrire sous forme d'intégrale en disant que la résultante de l'action du système 2 sur le système 1 sera donc la somme des actions mécaniques élémentaires au point M, donc le point M qui va décrire l'ensemble du domaine D. La notion de force et donc de résultante ne suffit pas à elle seule à décrire les conséquences d'une action mécanique. En effet, suivant le point d'application de cette force, nous allons voir que les conséquences sur le solide
considérées seront différentes. Si nous prenons l'exemple d'une chèvre, donc système permettant de soulever des masses à l'aide d'un vérin hydraulique. Donc, dans cette situation-ci, nous voyons que la chèvre est à l'équilibre. L'action de la charge sur la potence étant dirigée vers le bas, et nous remarquons que cette direction passe entre les deux appuis, donc si l'on considère le problème comme plan. Donc dans ce cas-là, la chèvre est à l'équilibre. Alors que si nous déplaçons la charge, nous voyons que la direction de l'action de la charge sur la potence, donc la résultante, n'est plus située entre les deux appuis, et cela va créer un basculement, la chèvre n'est plus à l'équilibre. Donc pour pouvoir décrire cette conséquence-là, nous avons besoin de définir la notion de moment d'une action mécanique. Donc un moment va s'exercer autour d'un axe. Nous allons pouvoir considérer qu'il a un point de réduction, une direction qui sera donc cet axe, un sens, donc positif ou négatif, et une valeur qui sera exprimée en newton fois des mètres, donc en newton mètre. Nous pourrons donc utiliser, encore une fois, l'outil mathématique vecteur pour décrire ces trois grandeurs qui sont le direction, le sens et la norme, en n'oubliant pas de préciser le point de réduction. Nous pouvons définir un moment de notre force élémentaire, donc un petit moment, en un point. Donc nous pouvons lire cette équation mathématique comme étant le moment élémentaire au point O de l'action de 2 sur 1 au point M, qui va se calculer en étant le produit vectoriel du vecteur OM par la petite force élémentaire. Ensuite, nous pourrons définir le moment résultant de l'ensemble de ces forces élémentaires comme étant la somme sur notre domaine D des petits moments élémentaires. Nous allons pouvoir ensuite catégoriser les différentes actions mécaniques en les répartissant par des familles. Donc, dans un premier temps, les actions mécaniques à distance, qui sont des actions mécaniques exercées sans contact, qui seront généralement des actions volumiques, donc sur un volume, et la résultante sera donc la somme sur un volume de la densité de force dirigée par notre vecteur unitaire multiplié par notre petit élément de volume. Donc nous pouvons rencontrer par exemple l'action de la pesanteur, qui est donc une action mécanique à distance. Et nous pouvons aussi rencontrer des actions mécaniques de contact. Donc si nous prenons deux solides S1 et S2 en contact, donc un contact en point M, nous pouvons définir la normale au contact, qui est ici le vecteur petit n au point M, donc que l'on voit ici. Dans notre modèle du solide indéformable, nous considérons un petit point M. Nous pouvons, suivant les contacts, définir donc la surface de contact, qui étant le petit élément de surface autour du point M. La résultante sera donc une somme sur une surface, donc la surface sigma, donc la surface grise. Ici, si nous considérons l'action de 1 sur 2, elle sera dirigée donc dans le sens opposé à la normale, mais de la même direction. Et donc il suffit de faire la somme sur la surface de la répartition de force Q1 sur 2, dirigée par moins Nm, multiplié par le petit élément de surface ds. Si nous prenons un point A quelconque, nous pouvons calculer le moment résultant en faisant la somme des produits vectoriels des AM, vectoriels donc la force élémentaire. Ces deux notions, qui sont donc la force et le moment, pourront se résumer dans un outil mathématique que l'on appelle le torseur. Donc nous avons besoin de connaître ces deux vecteurs, donc la résultante et le moment en un point particulier. Et nous pouvons écrire donc
le torseur de l'action de 1 sur 2. Donc l'on écrira pour un torseur d'action mécanique généralement avec la lettre tau. Donc tau de 1 sur 2, qui veut dire l'action mécanique de 1 sur 2, pourra s'écrire sous cette forme-là avec le vecteur résultante en haut et le vecteur moment en bas. Le vecteur moment s'écrit en un point particulier, donc ici on a choisi de l'écrire au point O, qu'on précise en bas à gauche. À droite, nous pouvons préciser une base de projection qui sera utile si nous voulons représenter les coordonnées de ces deux vecteurs. Dans ce cas-là, nous représentons la résultante en colonne à gauche et le moment en colonne à droite, donc avec les coordonnées donc exprimées dans la base précisée en bas à droite. Si nous voulons exprimer le moment en un point différent, nous utilisons la formule de champ des moments d'un torseur en écrivant que le moment B est égal au moment A plus BA vecteur LR. Alors il y a un moyen mnémotechnique pour s'en souvenir. Nous pouvons, si nous l'écrivons comme ça, remarquer la lettre B, la lettre A, puis encore une fois BA, puis la lettre R de la résultante, et nous voyons que ça forme le mot babar. Donc si nous écrivons le moment de l'action mécanique en A, nous avons le torseur de l'action mécanique qui s'écrit en A de cette façon-là, et nous pouvons écrire l'action mécanique au point B, et donc le moment sera donc changé. Donc il est important de bien retenir que la résultante d'un torseur et donc d'une action mécanique est invariante, peu importe le point d'application, la résultante sera la même. Par contre, le moment évolue en fonction du point de réduction du torseur. Si nous voulons faire une somme de torseurs, il faut forcément exprimer les torseurs au même point de réduction. Et ensuite, il suffit d'additionner les deux résultantes ensemble et les deux moments ensemble. Donc si je veux faire la somme d'une action mécanique de 1 sur 2 et de l'action mécanique de 3 sur 2, il faut exprimer au même point, donc ici au point O, les moments de ces deux actions mécaniques, et après nous faisons la somme des résultantes et la somme des moments. Nous avons vu que nous modélisons nos systèmes mécaniques avec ce que l'on appelle des liaisons normalisées. Nous allons pouvoir définir des actions mécaniques en fonction de ces liaisons normalisées. Je vous rappelle que nous travaillons avec des liaisons considérées comme parfaites, c'est-à-dire des liaisons géométriquement parfaites, avec des volumes donc idéaux et indéformables, des liaisons sans jeu et des contacts sans frottement. Donc, dans une liaison normalisée sera définie à partir du contact du système réel. Et nous pouvons voir donc, que suivant ces contacts, nous pourrons transmettre des actions mécaniques ou non. Pour pouvoir transmettre un effort, il faut que le degré de liberté correspondant soit interdit. Donc pour pouvoir transmettre un effort, il faut que la translation correspondante soit interdite. De la même façon, pour transmettre un moment, il faut que la rotation sur l'axe correspondant soit lui aussi interdite. Ça nous permet d'écrire donc dans notre tableau des liaisons normalisées. Donc les 4 premières colonnes, nous les avons déjà vues en modélisation cinématique. Et donc la 5e colonne nous permet d'écrire le torseur d'action mécanique transmissible par une liaison. La dernière colonne est une colonne importante puisque c'est l'ensemble des points pour lesquels le torseur aura une forme que l'on pourra appeler canonique. C'est-à-dire que si nous prenons en considération la liaison pivot ici d'axe AX, donc qui permet une rotation suivant X, donc qui interdira la transmission du moment suivant X, donc on ne peut pas transmettre de moment suivant X, et bien cette forme du torseur d'action mécanique transmissible
sera la même sur tout l'axe AX, c'est-à-dire que ce 0-là sera présent sur tout l'axe AX. Attention, la résultante, elle, est invariante, donc elle aura la même forme en tout point de l'espace. Par contre, les moments sur Y et sur Z, donc les moments M et N, pourront évoluer même sur l'axe AX. Par contre, nous savons que sur l'axe AX, le 0 sera bien présent. Si nous écrivons le torseur d'action mécanique transmissible donc de 1 sur 2 en un point autre qu'un point de l'axe AX, il pourra apparaître ici une composante non nulle. Donc, et c'est le cas sur l'ensemble des liaisons. Donc on peut remarquer que la glissière d'axe X, quand on la nomme, on ne précise aucun point, et le lieu de l'espace pour lesquels le torseur aura cette forme canonique est en fait l'ensemble des points de l'espace. Donc la façon de nommer les liaisons est importante et elle nous donne aussi des informations sur les lieux de réciprocité de nos torseurs d'action mécanique transmissibles. Sur ce tableau-là, il est aussi important de remarquer qu'on peut transmettre des forces sur les trois axes et des moments sur les trois axes dans une liaison hélicoïdale, mais attention, nous n'avons que 5 inconnus puisque le moment, alors ici sur la direction X, et les forces sur la direction X sont reliés. Donc c'est un torseur d'action mécanique transmissible avec 5 inconnus. Pour les autres liaisons, nous avons donc, encore une fois, les lieux de réciprocité à bien connaître, ce qui nous permettra de simplifier nos écritures lors de la résolution de problèmes. Voilà, c'est tout pour cette première partie sur la modélisation des actions mécaniques.